Ça y est, la saison 12 est désormais terminée. En attendant notre bilan, on vous propose, comme on l'a fait en milieu de saison, de vous faire découvrir quelques détails cachés dans la deuxième moitié de cette saison. Commençons. Dans le laboratoire, le docteur fait référence à ses cerveaux, au pluriel, ce qui ne manque pas d'étonner Graham. Come on, brains, move it along. She said brains, plural. Et ce n'est pas la première fois qu'on nous suggère que les seigneurs du temps posséderaient plusieurs cerveaux, ce qui ne serait pas si bizarre que ça pour des êtres ayant déjà deux cœurs. Dans Extremis, Missy est sur le point d'être exécutée par une machine censée arrêter ses deux cœurs ainsi que ses 3 troncs cérébraux. Donc plusieurs cerveaux, après tout, pourquoi pas. Et d'ailleurs, dans The Timeless Children, le maître lui aussi fait référence à ses cerveaux. Into these brains up here. Zéline fait référence à 3 sortes d'entités immortelles rencontrées par le Docteur dans la série classique. Les Éternels sont des êtres élémentaires capables de manipuler la matière et utilisant les éphémères, c'est-à-dire les mortels, à des fins récréatives. Ils vivent hors du temps, dans l'éternité, et s'occupent en organisant des jeux, comme la course de vaisseaux spatiaux de l'épisode Enlightenment. Les Guardians, ce sont 2 êtres incarnant 2 facettes de l'univers et assurant qu'il reste stable. Le White Guardian représente la lumière et l'ordre, là où le Black Guardian représente l'obscurité et le chaos. Ils sont au cœur de la saison 16, surnommée The Key to Time, dans laquelle le White Guardian charge le Docteur et Romana de retrouver les pièces qui composent la clé du temps, un objet très puissant que le Black Guardian souhaite utiliser pour bouleverser la stabilité de l'univers en sa faveur. Quant au Celestial Toymaker, il s'agit d'un être vivant dans un domaine hors de notre espace-temps qui, dans l'épisode portant son nom, capture le Docteur et ses compagnons pour leur faire participer à toutes sortes de jeux. Ceux qui perdent au jeu du Toymaker resteront pour toujours ses jouets. Mary Shelley est un personnage récurrent dans les audios Big Finish, voyageant avec le 8e Docteur durant 4 aventures. Elle monte à bord du TARDIS dans Mary's Story, une histoire de l'anthologie The Company of Friends, après avoir vu le Docteur revenir à la vie en juin 1816, l'inspirant donc pour Frankenstein. L'épisode contient plusieurs poèmes de Byron et Shelley. Le Docteur récite une partie du poème de Byron, She Walks in Beauty. She walks in beauty like the night. Of cloudless climes and starry skies. Byron récite lui-même à la fin de l'épisode la fin de son poème Darkness. Le Lone Cyberman, quant à lui, récite le poème Queen Mab de Shelley que Mary et Byron reconnaissent. Et pour rester sur la fibre artistique, le morceau que Ryan joue au piano est Chopsticks, qui ne sera écrit qu'une 60aine d'années après les événements racontés dans l'épisode. Alors qu'ils sont sur le perron de la Villa Diodati, Graham tente de rendre hommage à Lord Byron. Cette citation est en réalité la première phrase d'Orgueil et Préjugés. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier, etc. Le livre que Lord Byron lit au début de l'épisode est Tales of the Dead, un livre qu'ils ont réellement lu à la Villa Diodati en 1816, mais sous son édition d'origine Phantasmagoriana. C'est une anthologie en français d'histoires de fantômes allemandes, et dont le ton a servi d'inspiration à nos jeunes auteurs et autrices lors de leur jeu d'écriture horrifique. La Cyberwar montrée dans Ascension of the Cybermen n'est pas la première. Une autre a été exploitée dans l'épisode Revenge of the Cybermen qui a posé les bases de cette nouvelle partie de l'histoire des Cybermen, celle d'un conflit tenace entre les humains et les Cybermen, et des alliances mises en place par les humains pour gagner cette guerre. Le Docteur prévoit une arme pour repousser les Cybermen en soufflant de la poussière d'or, à laquelle il serait allergique. Si l'on a découvert cette allergie dans Revenge of the Cybermen, elle ne sera expliquée que bien plus tard dans l'épisode Earthshock. L'or est de nature non corrosive et se bloque donc dans les systèmes respiratoires des Cybermen, comme un rhume des foins de diva et surtout mortel. Du coup, on a déjà eu toutes sortes d'armes à base d'or pour les vaincre, de pièces de monnaie balancées au lance-pierre dans Silver Nemesis, à une arme utilisée durant les Cyber Wars portant le délicat nom de Glittergun. Graham et Ravio se retrouvent à l'étage numéro 139 du vaisseau des Cybermen. 139 est également le numéro de l'étage dédié à la restauration à bord du Satellite 5 où atterrit le Docteur dans The Long Game. Afin de garder plus ou moins secret, et enfin surtout d'annoncer le retour du maître, la BBC s'est amusée à un petit jeu en dévoilant les crédits de The Timeless Children quelque temps avant l'épisode. Un personnage nommé Fake Out, en gros l'imposteur, joué par Barax Themis, un anagramme de Master is Back. Un joli clin d'œil à la longue tradition d'anagramme du personnage.
La Division, la police secrète gallifréenne à laquelle a visiblement appartenu le Docteur dans ses vies antérieures, ressemble étrangement à la Celestial Intervention Agency qu'on découvre dans l'épisode de Deadly Assassin, et qui est donc du coup très probablement l'évolution de la Division. Le but de la CIA, et visiblement également de la Division, est de mener des enquêtes top secrètes afin que le Haut Conseil des Seigneurs du Temps puisse potentiellement se dédouaner de l'affaire si elle s'avère trop risquée. La CIA a été largement réutilisée dans les paramédias, mais est très peu visible dans la série elle-même. La police secrète qu'on vient d'évoquer n'est pas le seul lien de The Timeless Children avec l'épisode de Deadly Assassin, qui, en son temps, avait lui aussi complètement changé l'histoire de Gallifrey. Le maître évoque le Panopticon, une pièce emblématique du Capitole, de cette manière. We had some fun there, didn't we? Graduated. Assassinated presidents. Dans The Deadly Assassin, le maître provoque en effet l'assassinat du président de Gallifrey et fait porter le chapeau au Docteur. C'est également dans cet épisode que le Docteur entre pour la première fois dans la matrice, dans laquelle s'est caché le maître. The Brain of Morbius est un épisode qui divise les fans depuis 44 ans. Une scène en particulier a été considérée par beaucoup comme une effroyable incohérence. Incohérence qu'a comblé The Timeless Children. Dans The Brain of Morbius, le Docteur se lance dans un combat mental avec le Seigneur du Temps, Morbius. À mesure que le combat passe, un ordinateur affichant leurs pensées se met à faire défiler les incarnations précédentes du Docteur. On a John Pertwee, Patrick Troughton, William Hartnell, et la machine continue d'afficher 8 autres visages précédant le Docteur d'Hartnell. Impossible d'après de nombreux fans qui décidèrent de tout simplement faire comme si la scène n'existait pas. Arrive alors The Timeless Children qui, alors que le Docteur tente de sortir de la matrice, nous permet de voir des flashs des 8 mystérieuses incarnations du Docteur vues dans The Brain of Morbius, les incluant définitivement dans la ligne temporelle du Docteur. Shada est une prison des Seigneurs du Temps qui aurait dû apparaître dans l'épisode annulé du même nom. On n'a donc jamais vu Shada officiellement dans la série, mais les paramédias se sont largement emparés de cette planète prison, mélange de métal et de roche. Très proche donc de la prison où les Judoon envoient le Docteur sur ordre des Seigneurs du Temps. Pour sortir de la matrice, le Docteur projette son esprit, tentant de la faire saturer. Et pour ce faire, c'est parti pour 10 secondes de projection mentale. Vous êtes prêts ? Alors, on y voit le Maître Dawan, le Lone Cyberman, le Cyberium, la Team Tardis sur le perron de la Villa Diodati, Rakaya, la déesse de Kenyu Irmi, Gal, le Dr. Roos, Jack, l'attaque des oiseaux de Praxeus, Nikola Tesla, la reine Skisra, un Dreg, le Capitole détruit, un Kassavine, le Dalek de Resolution, le Docteur face à ce Dalek, le climax de Battle of Franskorav Kolos, le Solitract sous la forme de Grace, la Team Tardis dans le chalet de It Takes You Away, une sorcière de The Witchfinders, le Docteur enchaîné, le mariage d'Umbrin et Prem, un Kerblam Man, le Pting, le Docteur dans l'hôtel d'Arachnid in the UK, Rosa Parks refusant de laisser sa place, le Ghost Monument, les draps volants, Tim Shaw, le costume du Docteur, Davros et Rose, Sycorax et Donna, un Slizine et Amy, l'Absorbaloff et River, Wilf, Clara, un Sontarien et Bill, un Ood et Martha, la Rachnos et Rory, une sœur de la plénitude et Sarah Jane, le 12e Docteur, encore le 12e, et encore, le 11e, encore et encore, le 10e, encore et encore, le 9e, encore et encore, le War Doctor 3 fois aussi, idem pour le 8e, pour le 7e aussi, pour le 6e pareil, pour le 5e idem, pour le 4e rien ne change, le 3e bien sûr, le 2e aussi, et en couleur s'il vous plaît, le 1er en couleur c'est cool aussi, un Sidivol et le maître Sim, puis un Zygon, Sil et Missy, puis Charaz Jack, un Auton et le maître Jacobi, un robot de la mort et le maître Roberts, puis Sutek, un Ogron et le maître Ainley, l'ancien de The Curse of Fenric et le Crispy Master, le maître Delgado et Scaros le Jagaros, le Timeless Child devant les tours, puis qui tombe, puis qui se régénère, puis qui sert de cobaye 1, 2, 3 fois, puis qui rejoint la division, les incarnations du Docteur de The Brain of Morbius, Brendan, le Dr. Roos, et de retour à la réalité. On aurait pu encore continuer longtemps, mais cette liste est déjà fort conséquente. Quels autres détails avez-vous relevés ? Dites-le nous dans les commentaires, n'hésitez pas à participer à notre bilan de saison 12 via le lien disponible en description, et à partager cette vidéo avec tous vos amis Wouvian et curieux. Salut!